D'étranges lumières. Une impression de période de temps disparue. Des souvenirs irréels. Les témoignages d'enlèvement par des extraterrestres sont parmi les phénomènes inexpliqués les plus troublants du XXe siècle. Parfois qualifiés de rencontres du quatrième type, ces événements impliquent des humains qui affirment avoir été séquestrés à bord de vaisseaux extraterrestres. Depuis 30 ans, des milliers de personnes ont relaté de tels événements qui sont demeurés inexpliqués. Un bûcheron prétend qu'il a été enlevé par des extraterrestres dans une forêt, puis abandonné 5 jours plus tard au bord d'une route. Un artiste de New York affirme avoir été transporté dans un vaisseau spatial géant, tandis que sa fiancée est demeurée paralysée dans la voiture. Sous hypnose, un couple dit avoir observé avec horreur de petits êtres gris s'emparer de son bébé couché dans le berceau. 2 éleveurs de chevaux racontent avoir eu de nombreuses rencontres avec des extraterrestres depuis leur enfance. L'un des incidents les plus connus et les plus controversés a eu lieu près de Snowflake, en Arizona, le 5 novembre 1975. À une époque où on rapportait encore très peu de ces cas d'enlèvement par des extraterrestres. Ce jour-là, la vie de Travis Walton, bûcheron de métier, va être bouleversée à jamais. Voici son récit. Nous avions travaillé fort toute la journée et nous venions tout juste de terminer. J'étais épuisé et j'avais une longue route à parcourir pour rentrer chez moi. Espérant terminer un contrat de coupe de bois pour le contremaître Mike Rogers avant les premières neiges, l'équipe a travaillé toute la soirée. Travis, Mike et 5 autres travailleurs s'entassent alors dans la camionnette et se mettent en route vers la ville. Et c'est alors qu'ils aperçoivent quelque chose d'étrange. On a contourné des arbres et là on a vu l'objet dans le ciel. Il survolait la forêt à une distance d'environ une trentaine de mètres. C'est arrivé comme ça, soudainement. C'était incroyable. Travis a été le seul à sortir du camion. Il n'était pas question que je sorte. Au début, je voulais seulement épater les autres. J'étais certain que l'objet prendrait la fuite avant que je puisse l'approcher. Mais en m'approchant, j'ai compris qu'il ne s'en allait nulle part et j'ai commencé à hésiter. Je lui ai crié de s'éloigner de l'objet. La chose paraissait dangereuse. J'ai senti qu'il était mieux que je m'enfuis et je me suis mis à courir. Puis quelque chose m'a frappé. Quelque chose est sorti du fond de l'objet et a frappé Travis à la tête et à la poitrine. Un rayon de lumière qui a descendu vers lui pour ensuite provoquer une sorte d'explosion lumineuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé après cela. J'ai perdu connaissance. Terrifiés, les amis de Travis prennent la fuite, abandonnant leurs collègues inconscients au sol. Mais ils reviennent quelques minutes plus tard. Ils constatent alors que le vaisseau spatial a disparu et ils partent à la recherche de Travis. Nous pensions être des gens qui n'avaient peur de rien. On est sorti de la camionnette et on s'est regroupés devant les phares. Puis, on est parti à sa recherche en demeurant regroupés. Nous étions tous morts de peur. L'équipe ne parvient pas à retrouver Travis. Le lendemain, le récit de l'incident est dans tous les journaux et les gens de l'endroit organisent une grande battue des forêts avoisinantes pour trouver des traces de l'homme. Mais c'est peine perdue. C'est alors que le shérif Marlon Gillespie se met à soupçonner une manigance quelconque. J'ai commencé à croire qu'il s'agissait d'un crime violent ou quelque chose de ce genre-là. Tôt ou tard, un des hommes allait tout avouer et raconter ce qui s'était réellement passé. Les rumeurs locales accusent Rogers et ses collègues. Pour mettre fin à ces accusations, ils acceptent finalement de se soumettre au détecteur de mensonges. 5 des 6 hommes réussissent le test, celui du 6e est ambigu. 5 jours après sa disparition, Walton est enfin retrouvé. Il dit s'être réveillé au bord d'une route à quelques kilomètres de l'endroit où il a disparu, puis il a marché jusqu'à une cabine téléphonique et appelé chez lui. Et c'est là que j'ai appris que j'étais disparu durant 5 jours. J'étais tellement étonné que durant un long moment, j'en étais presque sidéré. Ces dessins du contremaître Mike Rogers illustrent ce que Travis Walton a raconté avoir vécu durant ces 5 jours. Travis se rappelle s'être réveillé dans un vaisseau spatial, couché sur une table dans une pièce stérile, avec une douleur atroce à la poitrine. Et soudain, il se trouve face à face avec des êtres horribles.
C'était la chose la plus terrifiante que j'avais vue dans ma vie. Ils avaient une forme humaine avec 2 bras et 2 jambes, et ils avaient des traits humains, mais ce n'étaient indéniablement pas des humains. Leurs yeux semblaient me fixer intensément. Leur regard avait des airs d'indifférence absolument terrifiants. Travis se relève et se met à hurler pour les effrayer. Puis il saisit un objet et l'agite devant les êtres qui sortent finalement de la pièce. Je leur ai crié des menaces de toutes sortes. J'étais prêt à me battre pour m'échapper. Travis prétend qu'on l'a amené dans une pièce en forme de dôme qui ressemblait à un planétarium. En appuyant sur le bouton d'un fauteuil qui semblait flotter dans l'air, il pouvait voir les étoiles dans le ciel. Un être de forme humaine apparaît ensuite dans la pièce et conduit Travis vers d'autres êtres semblables. Puis, ces êtres étranges l'amènent dans un hangar géant qui abrite 3 vaisseaux spatiaux de plus petite taille. Il réalise aussitôt qu'il est peut-être à des millions de kilomètres de la Terre. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis l'incident, et jusqu'ici, aucun des membres de l'équipe de Travis Walton n'a changé sa version des faits. Malgré les pressions des médias et les offres de primes pour ses aveux, le mystère persiste. Je crois que ceux qui ont été soumis à des tests de détecteurs de mensonges ont réellement vu quelque chose qu'ils croient être un ovni. Mais je ne pense pas que Travis Walton soit monté à bord d'un ovni, même s'il en est fermement convaincu. Je n'ai jamais voulu attirer l'attention sur moi ou sur les ovnis. Mais, à mon retour, la nouvelle a fait les manchettes partout à travers le monde. Je n'avais donc pas le choix. Il fallait que je réponde aux questions des gens. Et il a fallu que je me défende de toutes sortes d'accusations et que je rétablisse les faits. Je lutte quotidiennement avec l'impact émotionnel de ce que j'ai vécu et il faut en plus que je réponde au scepticisme irrationnel et obstiné de ceux qui m'attaquent continuellement, sans même connaître les faits. Même si l'histoire a fait l'objet d'un film inspiré de son livre, Travis Walton prétend qu'il a tiré très peu de profit de ses expériences. En bout de ligne, tout ça a eu des effets négatifs sur ma vie et sur mes finances. Et je n'ai pas du tout aimé la notoriété que ça m'a donnée. J'aurais préféré que ces événements n'aient jamais eu lieu. Walton demeure convaincu que ce qu'il a vécu est bien réel. Pour lui, l'absence de preuves objectives ne permet pas de conclure que l'incident ne soit jamais arrivé. Voici maintenant le cas d'un New-Yorkais qui raconte avoir été enlevé par des extraterrestres et conduit à bord d'un gigantesque vaisseau spatial que des milliers de gens affirment avoir aperçu dans le secteur. Elliot et Deborah Novak, 2 artistes de New York, étaient familiers avec les exigences de leur profession, mais ils étaient loin de s'attendre à ce qu'ils allaient vivre durant toute une nuit il y a 13 ans, alors qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Aujourd'hui, ils commencent à peine à réaliser la réalité troublante de tout ce qu'ils ont vécu. Ils voulaient nous emmener avec eux, et je me rappelle encore m'être dit qu'il valait mieux les suivre. J'en garde de bons souvenirs, parce que j'ai eu le sentiment étrange d'être abandonné quand tout ça s'est terminé. Je ne me sentais pas soulagé. Au contraire, j'avais envie que l'expérience se poursuive plus longtemps. L'artiste et producteur de télévision Elliot Novak et sa fiancée à l'époque, l'artiste Deborah Studer, venaient de terminer leur spectacle au Grossinger's Resort Hotel dans les monts Catskill à 23h le soir du 23 août 1984. Quelques minutes plus tard, leurs bagages et leurs accessoires chargés, ils prennent la route 17, direction sud, vers New York. Un trajet d'environ 2 heures. Mais la route leur réserve des surprises. Soudain, Elliot Novak aperçoit des lumières clignotantes dans le ciel et les pointe du doigt. Deborah arrête le véhicule au bord de la route. Les lumières cessent de clignoter et l'étrange objet se dirige vers eux. C'est alors qu'ils voient tout à coup un immense triangle métallique aux pointes lumineuses. Ce dessin de Novak illustre ce qu'ils ont vu.
La chose était si énorme qu'elle voilait totalement le ciel. Elle encombrait entièrement notre champ de vision. L'objet avait environ la taille d'un terrain de football. En silence, l'objet se positionne ensuite juste au-dessus de leur voiture et s'arrête brusquement pour inonder le couple d'une lumière bleue très intense. À un certain moment, j'ai vu un éclat de lumière, puis plus rien. Je me rappelle avoir senti des papillons dans mon estomac. J'avais l'impression d'être dans un petit avion qui changeait constamment d'altitude. Selon Debra et Elliot, l'objet a ensuite disparu. La portière était ouverte et les jambes d'Elliot pendaient à l'extérieur. Mais il y avait plus troublant encore. Je me suis relevé et j'ai rattaché mon pantalon. Je ne savais pas pourquoi mon pantalon était baissé et pourquoi j'avais les jambes hors de la voiture. Et pourquoi Debra ne disait rien en voyant tout ça. Mais comme si de rien n'était, nous avons repris la route vers New York, sans dire un mot. Ils arrivent à New York avec un retard inexplicable d'environ 90 minutes. Le lendemain, Elliot se réveille avec une douleur étrange à l'aine. J'avais des douleurs et des ecchymoses sur les cuisses, les jambes et à l'aine. Pour la première fois de ma vie, j'ai uriné du sang ce matin-là. Or, dans son édition du lendemain, le New York Times parle d'un ovni similaire qui, durant plusieurs mois, a été aperçu par des milliers de résidents de la vallée de l'Hudson. Des témoins affirment avoir vu un gigantesque triangle lumineux dans le ciel au cours de l'été. Le professeur de sciences et auteur Philip Imbrogno est de ceux qui affirment avoir vu ce vaisseau spatial en forme de triangle. Il a recueilli plus de 7000 témoignages sur cet incident. De ce nombre, plus de 175 étaient des cas de présumés enlèvements extraterrestres. Le nombre est renversant. Plus de 175 personnes de la vallée de l'Hudson prétendent avoir été enlevées par des extraterrestres. Et ce sont des gens qui ont passé toutes sortes de tests psychologiques et non pas des gens qui cherchent à mousser leur image. Je ne connaissais rien aux histoires de vaisseaux spatiaux et d'enlèvements extraterrestres. Ce n'est qu'après que j'ai commencé à réaliser que j'avais été conduit à bord d'un vaisseau extraterrestre. Les Novak étaient certains d'avoir observé un ovni près de Grosinger dans les Catskills en 1984. Mais ce n'est que 13 ans plus tard, en février 1997, qu'ils se sont résignés à la possibilité d'avoir été de ceux qui ont été enlevés dans la vallée de l'Hudson. Tout a commencé lorsqu'un ami de Debra lui a suggéré la lecture de Missing Time, un livre de Bud Hopkins, un expert en ovnis. Très rapidement, je me suis mise à dévorer le livre de Hopkins et je l'ai lu d'un seul trait. Les similarités avec mes expériences étaient nombreuses. Pas seulement avec l'incident de Grosinger, mais avec de nombreuses expériences que j'avais eues au cours de ma vie. Hopkins, qui a étudié plus de 600 cas d'enlèvement extraterrestre depuis 1975, a consenti à aider les Novak et leur a suggéré l'hypnose pour faire la lumière sur ce qu'ils ont vécu. Quand on travaille avec des gens qui ont ce genre d'expérience, parfois depuis des années, on réalise qu'il y a une série d'expériences types qui se répètent. Très souvent, certaines de ces expériences se font inconsciemment. Bud Hopkins, qui n'est pas lui-même thérapeute, consulte fréquemment des psychologues et des psychiatres pour ses recherches et il donne des conférences à des centaines de professionnels de la santé mentale qui veulent savoir comment reconnaître un cas d'enlèvement extraterrestre. Il a suivi un apprentissage de 7 ans en hypnose avant de travailler avec des présumées victimes d'enlèvement. En février 1997, Elliot Novak se soumet à l'hypnose dans le bureau de Hopkins. L'enregistrement vidéo de la séance montre comment Elliot dit se souvenir s'être retrouvé dans une chambre froide, couché sur une table métallique, entouré d'êtres étranges. Is there any part of your body where you feel that tingling more intensely than any other part, or is it all over? It's just in my groin, like I fell asleep. Je pouvais voir que mes jambes étaient relevées et je voyais le dessus de mes genoux. Je n'avais aucune sensation physique au niveau du bassin. Un personnage à ma droite faisait quelque chose entre mes jambes. Je voyais sa tête. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ces êtres choisissent ainsi des hommes au hasard pour cueillir leur sperme. En état d'hypnose, Debra raconte que lorsque le vaisseau spatial est passé au-dessus de leur voiture, elle s'est retournée vers Elliot et il avait disparu. Elle s'est retrouvée seule. Après leur séance d'hypnose, Debra et Elliot comparent leurs souvenirs retrouvés.
Tu ne m'as pas vu nulle part à l'extérieur de la voiture? Je me suis arrêtée plus tard, au bord de la route. Et soudainement, il était là. Mais Debra ne se souvient pas seulement de l'OVNI qu'elle a aperçu en 1984. Elle se souvient aussi d'une nuit de 1982, alors que ce serait elle, et non Elliot, qui a été enlevée par des extraterrestres. Elle a été terrifiée par une lumière étrange qui a inondé sa chambre, et elle raconte les détails troublants de son passage à bord d'un vaisseau extraterrestre. Your abdomen. Do you feel something different there? What do you feel at the abdomen? It's different. Describe it to me. Happened a long time ago. It's going to be okay. Put my hand back at your forehead. My hand's coming back, calming down, feeling better. We've got what? Just tell me very clearly. Needle. A needle. Where's the needle? Feel my hand on your forehead. Soothing. Calming. Tôt ou tard, tout le monde va prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Ces incidents arrivent trop souvent pour demeurer ignorés. Et ils arrivent à des gens qui n'auraient jamais cru que de telles choses pouvaient leur arriver. Ce n'est pas comme si les témoignages se limitaient à ceux d'un petit groupe d'illuminés. Mais on ne peut rien prouver à ceux qui ne veulent pas croire. La nature humaine est ainsi faite et il faut être patient. Certains ont besoin que ça leur saute au visage pour y croire. Joyce Aarons et sa famille croient que ce qui s'est passé n'est pas un incident isolé. Un sondage très controversé mené par la firme Roper révèle que des centaines de milliers, voire des millions d'Américains ont des souvenirs qui peuvent indiquer qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Les experts d'enlèvement extraterrestres croient que ces enlèvements peuvent avoir eu lieu depuis des générations dans certaines familles, comme dans le cas de cette famille de West Plains, au Missouri. Leur histoire débute en 1976, un soir d'automne, alors qu'ils se croient en sécurité dans leur maison. J'étais étendu et j'essayais de relaxer. Tout à coup, j'ouvre les yeux et je vois une lumière rouge incandescente au plafond. Ça ressemblait presque à une aurore boréale.